Bienvenue à tous pour ce webinaire qui va être consacré aujourd'hui à l'accessibilité digitale. Avant de commencer, vous allez avoir un petit sondage là, qui va apparaître. N'hésitez pas à y répondre, ça va être un peu sur savoir un petit peu les raisons de votre présence aujourd'hui. Et voilà, donc n'hésitez pas à répondre au petit sondage qui va être mis en ligne incessamment sous peu. Avant de commencer, je pense qu'on va se présenter parce que peut-être qu'avec Marie, vous ne connaissez pas exactement même l'émission qu'on a chez Make the Grade. Donc, on va se présenter rapidement. Je peux commencer, puis je te laisse après, Marie. Donc, moi, c'est Andrew Bouvet. Donc, je suis lead développeur front-end chez Make the Grade depuis 3 ans. Et à l'agence, j'ai 3 casquettes. J'ai 2 casquettes, pardon. Je suis développeur front-end, donc je m'occupe de tout ce qui est intégration, développement de site web, donc sur le CMS HubSpot et sur WordPress. Et j'ai la casquette aussi de manager. Donc voilà, je manage aussi une équipe de 3 personnes et je les accompagne dans leur évolution chez MTG. Merci Andrew, et moi je suis lead designer chez Make the Grade. J'accompagne les clients dans la création et la refonte de leur site web de conversion sur toute la partie maquette ergonomique et maquette graphique, et après suivi dans la partie développement. Et je guide également des équipes design au quotidien dans leur montée en compétences. Voilà. Peut-être un petit mot aussi sur l'entreprise chez Make the Grade, si pour certains, vous ne la connaissez pas encore. Ouais, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait chez MTG. Donc, je dis MTG, c'est l'abréviation de Make the Grade. Donc, c'est une agence de conseil en stratégie digitale. Donc, on essaie de soutenir la croissance des entreprises à travers l'acquisition de nouveaux clients. Donc, principalement grâce au digital et aussi grâce à la plateforme du CRM HubSpot. Et pour ce faire, on a trois domaines d'expertise. On a l'intégration CRM, la partie web design branding. Donc là, c'est surtout nous, moi et Marie, on intervient plus sur cette partie-là. Et enfin, on a aussi l'acquisition marketing. Et pour ce faire, on est partenaire HubSpot, de la solution HubSpot. Donc, sur les 3 corps de métier, on utilise essentiellement HubSpot. Après, on fait aussi des sites sur WordPress un petit peu. Alors, pour introduire un petit peu notre présence aujourd'hui, quelle est la raison? C'est assez simple, on va dire. C'est un peu le sujet du moment, l'accessibilité. C'est vrai qu'il y avait eu il y a quelques années le sujet de la RGPD. Là, c'est un peu pareil. Ça va changer aussi notre façon nos corps de métier, notre façon de faire sur la partie design, par exemple, ou sur la partie développement. Et du coup, il y a une réglementation qui est en train de changer, qui va changer là d'ici juin 2025. Donc voilà, le but c'était aussi de vous présenter tous ces changements qui allaient avoir lieu, qui allaient impacter aussi vos métiers et aussi les nôtres, et voir ce qui allait être possible d'être fait sur les mois à venir. Et il y a aussi un enjeu d'inclusivité, parce que voilà, aujourd'hui, les personnes en situation de handicap, ça représente 10 à 15% de la population française. Donc, c'est aussi de prendre le pas. C'est quelque chose, c'est pas nouveau l'accessibilité. Il y avait déjà eu des réformes qui avaient été faites en 2005 notamment, mais c'était plus axé sur le public. Là, on va voir qu'au final, c'est vraiment tous les acteurs du numérique qui vont être pris dans le jeu aussi de l'accessibilité. Et souvent, c'est ce qu'on dit aussi, c'est que l'aspect inclusivité, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'aspect performance et conformité de son site. Et souvent, c'est lié entre les différents aspects. C'est-à-dire que si votre site est inclusif, souvent, il est aussi performant. Et voilà, souvent, c'est un mélange de ces 3 notions-là qui rentrent en jeu. Ensuite, le petit sommaire. Voilà, on a fait un petit sommaire pour vous expliquer un peu les étapes de ce webinaire. Dans un premier temps, Marie va vous expliquer en quelques mots, en quelques minutes, qu'est-ce que l'accessibilité numérique, qu'est-ce que ça représente, qui est impacté aussi par cette accessibilité numérique. Vous allez voir qu'en fait, on est tous acteurs aussi de cette situation-là. Et ensuite, on va voir 2025, c'est un tournant. Pourquoi c'est un tournant?
il y a eu des nouvelles lois là, qui vont rentrer en vigueur à partir de fin juin 2025, et on va se rendre compte qu'en fait, ça représente aussi tous les sites qui seront présents dans l'Union européenne, et aussi principalement, là, on va plus discuter en France en particulier. Et on va voir aussi que du coup, pour être dans les cordes d'ici juin 2025, il y aura un impact aussi sur votre site web. Donc, voilà, il y aura des démarches à effectuer, que ça soit, on verra, il y a plusieurs corps de métiers qui seront impactés pour la réalisation de ces sites web. Ça sera du design, du développement, et en fait, on aura besoin de tous ces axes-là pour avoir un site conforme. Et puis au final, on vous présentera un petit peu, on vous expliquera nous ce qu'on envisage et ce qu'on vous propose en plan d'action pour être conforme et performant. Donc c'est-à-dire être dans les clous de la conformité à partir de juin 2025. Donc voilà, on va vous présenter plusieurs axes d'amélioration et de développement par rapport à ça. Merci Andrew. Donc là, on va introduire qu'est-ce que l'accessibilité. Donc l'accessibilité numérique, ça désigne un ensemble de pratiques et de normes qui visent à rendre les contenus et les services numériques, donc les sites web, les applications, utilisables par tous, y compris les personnes en situation de handicap. Ces normes, ces critères, elles sont primordiales pour que votre site soit utilisable par tous. Mais je voulais aussi signaler que vous allez voir, c'est aussi des bonnes pratiques, notamment pour améliorer l'expérience utilisateur, donc l'UX. Un exemple concret, c'est par exemple la barre de navigation. Dans les critères, elle doit être au même endroit à chaque fois sur toutes les pages du site. Mais en fait, c'est une évidence en termes d'UX aussi. Et on va voir qu'il y a plein de critères comme ça où finalement, c'est soit une évidence, soit une bonne pratique en termes d'expérience utilisateur, et ça peut l'améliorer. Donc, les deux ne s'opposent pas du tout. Pareil, ces critères, ça va aussi permettre d'améliorer la performance et le référencement. Un autre exemple pour ce point, c'est par exemple les balises alt. Ça joue, on sait, un rôle sur le SEO de les renseigner, mais ça a été avant tout créé pour l'accessibilité, pour les lecteurs d'écran. Et bien sûr, les critères d'accessibilité, ça permet d'être conforme aux obligations. On va en parler un peu plus tard dans ce webinaire. Donc Andrew l'a un peu introduit, 2025, ça va être vraiment un tournant pour l'accessibilité, et c'est pour ça qu'on fait ce webinaire. Avant 2025, il y avait déjà des règles qui existent. D'ailleurs, tous les critères RGA dont on va parler aujourd'hui existent et sont déjà en place. Mais avant, les personnes les entreprises qui devaient les respecter, c'était surtout le secteur public et certaines très grandes entreprises. À partir du 28 juin 2025, il y a l'acte législatif européen sur l'accessibilité qui va entrer en vigueur. Ça va concerner environ toutes les entreprises privées, sauf les entreprises qui ont moins de 10 personnes ou un chiffre d'affaires qui est inférieur à 2 millions d'euros. Donc, ça va quand même concerner beaucoup plus de monde. C'est pour ça que c'est important aussi de le savoir et de commencer à effectuer ce tournant. On va avoir un délai pour la mise en conformité. À partir du 28 juin 2025, du coup, tous les nouveaux sites et applications devront être accessibles immédiatement. Donc, voilà pour les nouveaux sites. Par contre, ceux qui existent déjà, ils vont avoir un délai de 5 ans pour être conformes. Donc, ça va ramener au 28 juin 2030. Il y a du temps, mais forcément, si ce n'est pas respecté, il y a des sanctions et Andrew va pouvoir continuer sur ce point. Ouais, le tournant européen de l'accessibilité, donc pourquoi l'anticiper je crois que tu étais sur la bonne slide. Ah, pardon. J'avais changé. Excuse-moi. En fait, il faut le prendre dès maintenant. Pourquoi attends, si c'est pardon. Parce qu'en fait, ça peut prendre plusieurs mois. Forcément, si vous avez aujourd'hui un site qui a été développé ou qui est en cours de développement, on va le voir après, modifier le code, par exemple, du site, ou modifier en amont le design. Si on reprend, par exemple, le design en amont, il faut aussi modifier après le développement derrière. Donc, ça peut prendre aussi plusieurs mois.
s'accorder avec votre prestataire pour avoir une deadline assez rapide. Donc, forcément, là, je pense que beaucoup d'acteurs du numérique vont se réveiller un petit peu. Donc, les délais vont peut-être se rallonger un petit peu. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut commencer là à prendre en compte ces choses-là. Il y a aussi un travail progressif et ça permet aussi d'éviter de faire ça dans le rush et du coup d'avoir forcément des coûts plus importants parce que si vous allez voir votre prestataire pour lui dire là j'ai besoin de modifier plusieurs choses pour que mon site soit accessible et je veux que ça soit fait si on est mi-juin pour fin juin, là forcément il y a des chances qu'ils vous disent ok on peut vous le faire mais par contre ça va demander plus de moyens, plus de coûts humains aussi à mettre en place sur une période plus courte. Donc forcément, un coût plus onéreux. Et si vous avez déjà une refonte de site qui est prévue, c'est le moment. Tant que le site n'est pas mis en ligne, vous allez voir qu'on peut mettre plein de petites choses en place pour que le site soit accessible. Et mieux vaut là le faire avant que le site soit complètement développé. Si vous êtes par exemple en étape de web design, on discute avec le designer, lui dire que ça pour moi c'est pas accessible. Qu'est-ce que vous me conseillez à faire sur mon site accessible et après ça se découlera automatiquement normalement sur le développement. Le développeur prendra en compte les recommandations du designer, ce qui aura été fait sur les maquettes et du coup il y aura pas de souci. Et l'autre aspect aussi, là c'est plus catégorique, c'est les sanctions juridiques. Donc là avec des amendes qui peuvent atteindre 50 000 € en cas de non-conformité. Et pour non-respect des obligations déclaratives, donc ça Marie vous l'expliquera, mais il y a besoin aussi de déclarer sur son site que son site est accessible. Donc après ça, je pense que il y aura aussi ça sera un peu comme la RGPD au début. Je pense qu'il y aura aussi une petite période d'essai. Je suis pas sûr qu'ils mettront des amendes directement dès le 28 juin, mais c'est possible. Donc il y aura, je pense, un peu de pédagogie aussi derrière, mais c'est quelque chose qui oui sera possible. Merci Andrew. Du coup, on va parler de l'impact concret que ça va avoir sur votre site. Alors, nous, on aime bien séparer en 3 axes qui correspondent en fait à nos 3 métiers pour que chaque métier en fait puisse avoir à disposition les critères qui les concernent. Vous allez voir dans la RGA, tout est mélangé au niveau des métiers et nous, on aime bien aussi faire les séparations comme ça d'ailleurs, on a même créé une checklist de critères par métier pour que chaque personne puisse vérifier qu'il a bien respecté les critères qui correspondent à ce qu'ils ont fait à l'instant T. Donc, par exemple, les maquettes graphiques, est-ce que c'est OK? La partie développement, est-ce que c'est OK? La partie intégration de contenu ou recettage, est-ce que c'est OK? Voilà. Donc, il existe beaucoup de critères. On ne va pas avoir le temps de tout détailler. Il en existe 106. Donc, on ne va pas avoir le temps de tous vous les détailler, vous les expliquer dans ce webinaire. L'idée, c'est plutôt de vous donner quelques petits exemples. Par contre, on va pouvoir vous partager les ressources. Donc, il y a les ressources forcément de l'État. Et il y a aussi une ressource qu'on a créée nous. C'est toutes les petites illustrations que vous voyez sur le côté qui vous expliquent, en plus avec forcément un texte, les différents critères d'accessibilité. Et nous, l'idée, c'est alors, c'est les principaux critères. Surtout qu'il y a une partie des critères qui concernent les applications et donc pas les sites web. Mais ça permet déjà de vous initier et de voir un peu les choses primordiales qu'il faut respecter sur son site. Donc là, on va commencer par parler de la partie design et ensuite on va parler de la partie développement et de la partie marketing, surtout intégration de contenu. Voilà. Là, les quelques petits exemples que je pouvais vous donner et qui sont effectivement les plus connus, c'est les contrastes, donc tout ce qui est couleur sur votre site. Les contrastes, ils doivent être suffisants. Donc, vous allez avoir, vous avez des sites, en fait, plein de sites sur Internet qui vous permettent de mesurer le contraste couleur de vos éléments. Vous allez pouvoir retrouver en bas de ce webinaire, quand on va vous fournir le lien de cette présentation, vous allez avoir un outil que nous, on recommande. Voilà, donc c'est le contraste couleur, il est hyper important pour tous les éléments qui véhiculent de l'information. Donc ça va être les textes, mais ça peut être aussi certains pictogrammes et certaines images. Savoir que tous les pictogrammes et toutes les images ne donnent pas des informations, on va en reparler un peu plus tard. Aussi une navigation claire et intuitive. On a parlé effectivement de la navigation qui devait être
en haut et ne pas bouger, mais il y a aussi savoir qu'est-ce qui est cliquable, qu'est-ce qui n'est pas cliquable et qu'est-ce qui va permettre d'aller d'une page à l'autre. Donc, avoir des boutons qui sont clairs, identifiables. En général, on recommande de mettre un état de hover, bien faire attention à l'état de focus, les liens qui soient compréhensibles, par exemple, à l'intérieur d'un texte. S'il y a un lien, il faut que ce soit visible. Donc, en général, souligné en gras, même des fois un changement de couleur. À savoir que les changements de couleur, ça ne se suffit pas à lui-même. On ne peut pas mettre en bleu pour comprendre que c'est un lien. On ne donne pas d'indication uniquement par la couleur globalement. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait soit un changement de graisse, soit un changement de forme, mais pas uniquement la couleur. Parce que forcément, il y a certaines personnes qui ne voient pas, qui n'identifient pas les couleurs. Donc, c'est important de ne pas donner cette information uniquement par ça. On a aussi toute une partie création de formulaire, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais là, pour le coup, c'est quand même une grosse partie. Le formulaire, c'est là où on voit aussi le plus d'erreurs, notamment, par exemple, le champ, quand on a une erreur, faut pas uniquement... Donc, bien sûr, il y a le liséré rouge, donc il ne faut pas uniquement que ce soit donné par la couleur. Donc, il va falloir peut-être grossir les traits du champ. Mais il va aussi falloir en dessous, surtout, le texte du dessous, que ce soit clair, que l'erreur soit claire, bien signalée, et donc aussi donner un exemple du format qu'on attend. Par exemple, si c'est un email et que la personne n'a pas rentré au bon format, en dessous, dans le message d'erreur, il va falloir expliquer quelle est l'erreur et donc donner l'exemple du type de format qu'on attend. C'est aussi notamment le cas sur les dates. Voilà. Il y a aussi il y a d'autres choses aussi, notamment que l'étiquette soit au-dessus du champ ou à côté du champ, mais vraiment accolée au champ, mais surtout pas à l'intérieur du champ, parce que si après on rentre pour taper le texte, on ne voit plus l'étiquette, donc on ne voit plus à quoi correspond ce champ. Donc, faut faire attention à ça. Donc, il y a plein de petites choses dans les formulaires. Pour le coup, ça, on le détaille vraiment bien dans notre ressource qu'on va vous partager. Vous allez vraiment avoir tous les critères à respecter en termes de design pour les formulaires. Et une autre partie aussi, bien sûr, faire attention aux animations, offrir la possibilité de désactiver les animations pour toutes les personnes qui peuvent être épileptiques ou photosensibles ou même avoir des troubles de la concentration. Et globalement, ne pas mettre trop d'animations partout. Par exemple, l'animation, le scroll horizontal, ça c'est proscrit en accessibilité. Il ne faut pas avoir d'animation qui bloque le scroll. Voilà pour la partie design. Je vais laisser Andrew présenter la partie développement. Ouais, pour la partie développement, c'est un petit peu pareil que pour la partie design. Finalement, il y a énormément de critères, donc on est obligé d'aussi synthétiser par rapport au temps qu'on a aujourd'hui. Mais ça peut déjà vous donner une bonne idée, et les critères que je vais vous présenter là juste après en développement, ça concerne principalement les développeurs, ça c'est sûr, mais vous-même, allez à votre échelle, même si vous n'êtes pas développeur, vous allez pouvoir comprendre un peu les mécanismes qui sont pris en compte, et vous allez pouvoir aussi tester et voir si votre site aujourd'hui il est accessible, qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui, qu'est-ce que je peux aussi conseiller à mon prestataire de changer, etc. Donc ça sera OK. Donc dans un premier temps, alors j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui normalement est du bon sens, on va dire, d'un point de vue développement. C'est la structure HTML, donc qui doit être bien organisée et sémantique. Donc quand on parle de bien structuré, bien organisé, c'est-à-dire qu'en fait, quand on développe un site web, on a une certaine nomenclature à respecter dans l'HTML, avec des noms de propriétés HTML à respecter. Par exemple, si on a une navigation, il faut qu'il y ait l'élément nav dedans. Enfin voilà, plein de choses comme ça, des sections. Si on a une sidebar sur son site, il faut que l'élément HTML il se nomme aside. Et en fait, toute cette structure-là va être lue après par exemple un lecteur d'écran. Et il peut être réexpliqué à l'utilisateur qui a, par exemple, un handicap visuel. Ça va être lui et ça va lui être expliqué. Donc ça, c'est hyper important. Alors normalement, on n'a pas attendu que les normes d'accessibilité soient mises en place pour mettre en pratique ces choses-là. C'est-à-dire que la structure HTML,
c'est quelque chose, normalement on est un bon développeur, on doit respecter cette structure-là. Et il y a des outils pour le tester, donc c'est un site qui s'appelle W3C Validator. Donc là, il vous suffit juste de renseigner l'URL de votre site. C'est un peu, pour ceux qui connaissent, c'est un peu similaire à Google PageSpeed finalement. Ça vous explique un petit peu comment est construit votre site et s'il y a des erreurs HTML. Donc là, vous pouvez tester par vous-même. Normalement, les développeurs connaissent cet outil-là, mais ceux qui ne sont pas initiés au développement web, ils vont sur ce site-là, ils renseignent l'URL de leur site et après, ils testent. Et en fait, il y a un récapitulatif un peu de toute la page web qu'ils ont renseignée et qui lui indique non, là, il y a un mauvais ID, la propriété HTML qui est indiquée, c'est pas la bonne, ça devrait être celle-ci, celle-là. Et donc après, ça vous fait un petit état des lieux, un mini-audit un petit peu de votre structure HTML. Donc ça, déjà, c'est, on va dire, la première chose qui est assez simple normalement à changer et qui, quand les sites sont bien faits, normalement, sont de base bien faites. Il n'y a pas... il n'y avait pas forcément de notion d'accessibilité quand le site avait été mis en place et c'est juste une question de bon sens, quoi. Et ensuite, l'autre gros point qui là peut-être va changer, ça vous l'aurez peut-être pas sur vos sites actuellement, c'est la navigation entièrement possible au clavier. Donc là, pour des personnes qui ont un handicap physique, par exemple, c'est très compliqué pour eux d'utiliser une souris ou d'utiliser un trackpad. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'elles vont naviguer directement en cliquant sur les touches tabulation de leur site ou avec les flèches. Et en fait, là, ça va être d'être capable, ça vous pouvez le tester, hein, vous ouvrez votre site et vous appuyez sur Tab et vous voyez si en fait l'enchaînement se fait bien entre les onglets de votre site, par exemple des onglets du menu, si vous pouvez cliquer sur tous les boutons, si vous avez un slider, si vous pouvez cliquer sur suivant, précédent, si vous pouvez cliquer sur une pagination, enfin voilà. En fait, ça va simuler la navigation de quelqu'un qui a un handicap physique. Et après, vous allez pouvoir voir si la personne, effectivement, quand elle navigue, si elle utilise Tab, là, en fait, elle peut aller sur aucune partie de mon site et elle est coincée, en fait. Donc là, c'est un vrai problème, là, pour le coup, et ça impacte directement l'accessibilité. Donc nous, après, il y a des règles à mettre en place en développement. Donc là, c'est des éléments HTML, par exemple des tab index égale 0. On peut rajouter aussi, alors normalement, tout se fait avec l'HTML, le CSS. Après, on peut rajouter des notions de JS, de JavaScript, pour améliorer aussi certaines fonctionnalités. Par exemple, des clics sur des sliders, dire voilà, quand je clique sur le bouton du slider de droite, ça défile à droite ou des choses comme ça. Ça peut être des choses en plus. L'autre point, donc là, ça c'est, on va dire, faut que ça c'est la chose primordiale, on va dire, c'est au moins de pouvoir naviguer sur son site avec les éléments de son clavier. L'autre point qui reprend un peu ce que disait Marie sur la partie design et les formulaires, ça va être tout ce qui est gestion des erreurs accessibles. Donc là, c'est pareil. Quand vous avez sûrement un formulaire sur votre site, ou vous en aurez peut-être plus tard un formulaire, là, c'est d'expliquer simplement avec des ARIA labels, par exemple, ou des ARIA required, par exemple, pour expliquer à l'utilisateur, quand il va naviguer avec son système de tabulation sur votre site Internet, oui, là, effectivement, il y a une erreur. Donc, bien expliciter l'erreur aussi, pas simplement vous avez une erreur, non, de dire le contenu de votre adresse email n'est pas la bonne, voilà, des choses comme ça, pour que lui, après, il puisse comprendre. Donc ça, je vais vous donner après des outils de test d'accessibilité qui sont utilisés par les personnes qui ont un handicap et c'est des liseuses en fait d'écran. Et en fait, elles vont lire tous ces petits éléments HTML et les retranscrire à haute voix pour la personne, par exemple, qui a une déficience visuelle. Il va lire entièrement le site web. Donc c'est pour ça que si vous avez des erreurs qui ne sont pas explicites, en fait, l'ordinateur va simplement lire il y a une erreur sur le champ. Mais la personne ne va pas savoir exactement sur quel champ c'est, quel champ est en erreur, pourquoi il est en erreur, etc. Donc en fait, ces petites choses-là, pour nous, ça nous paraît basique parce que on voit directement, c'est visuel, mais pour quelqu'un qui ne voit pas le champ, qui ne sait pas exactement où c'est, pour elle, ça peut être très vite l'enfer. Et ça, c'est démultiplié après sur chaque champ qui seront présents sur le formulaire. Et l'autre point aussi, donc, c'est l'optimisation des performances. Ça reprend un peu ce que disait Marie. C'est-à-dire que là, sur les animations, quelqu'un qui va faire, par exemple, qui peut être sujet à des crises d'épilepsie,
s'il y a des animations avec des choses qui arrivent brutalement ou des choses qui scintillent ou des choses comme ça, ça peut provoquer des crises d'épilepsie. Donc là, il faut faire attention. Et ça peut être bloquant aussi dans sa navigation. Parce que voilà, il faut aussi que les animations concordent avec sa navigation avec les tabulations et qu'il ne soit pas perdu non plus. Donc là, nous, ce qu'on préconise, c'est on peut avoir des animations, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est de laisser le choix de les activer ou les désactiver. Donc là, après, on peut faire un système de toolbar, toolbox un petit peu, et de cocher, tiens, je veux toutes les animations, je veux que certaines animations sur le texte, je veux des animations de couleurs, etc. Enfin, on laisse un peu le choix à l'utilisateur d'avoir plus ou moins d'animations. Comme ça, voilà, pour les personnes qui n'ont pas d'handicap, elles auront votre site tel que vous avez visualisé et anticipé, et avec plein de petites animations sympas. On privilégie quand même, je pense Marie est d'accord avec moi, c'est les micro-animations quand même, éviter d'avoir de trop grosses animations. Voilà, et quelques petits exemples d'outils. Ça, c'est des outils dont vous allez pouvoir avoir la main dessus. Et avec ces outils-là, vous allez pouvoir tester en fait ce que une personne avec un handicap voit, modéliser en temps réel, quoi. Donc, il y a Google Lighthouse. Donc ça c'est semblable à Google PageSpeed. Donc ça, en gros, il vous donne un petit aperçu si votre site est accessible. Donc c'est assez basique, ça rentre pas dans les détails, mais il vous dit voilà, il y a un problème de contraste de couleur. Il vous dit certaines choses, c'est surtout sur la partie design un petit peu où il accentue. Il va pouvoir vous donner quelques critères et vous dire là, attention, votre site n'est pas totalement accessible. Mais c'est pas non plus très très développé. Après, il y a Axe DevTools. Donc ça, c'est plus un petit add-on à mettre sur votre navigateur. Et lui, il va pouvoir rentrer plus en détail sur les petites erreurs de développement à corriger liées à l'HTML, par exemple, ou des choses comme ça. Ensuite, il y a Wave. Donc Wave, c'est pas mal. C'est pareil, c'est une petite extension Chrome que vous pouvez installer dans votre navigateur et vous l'aurez en haut. Et en fait, quand vous êtes sur une page web, vous l'activez et en fait, il va lire toute votre page web, un peu comme Google PageSpeed. Et il va vous marquer, vous allez avoir directement un visuel de votre page, il va vous mettre plein de petits points sur votre site et vous dire attention, là c'est pas bon, attention, là les contrastes ne sont pas bons, là il manque un aria label pour expliquer le champ à quoi il fait référence. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Et pour le coup, nous, c'est un des outils qu'on va utiliser le plus parce qu'il est assez pertinent et il fait remonter énormément d'erreurs et de choses positives. Il n'y a pas que les erreurs, il met aussi les choses positives qui ont été bien faites. Donc ça, c'est pas mal et ça permet de bien comparer. Et après, vous avez tout ce qui est lecteur d'écran. Donc VoiceOver, nous, on est sur Mac. Donc VoiceOver, c'est natif sur Mac, pardon. Donc vous pouvez l'ouvrir. Et en fait, c'est une liseuse. Donc c'est-à-dire, vous le lancez, vous allez sur Internet, vous allez sur votre site. Et en fait, il va lire votre site. Donc c'est ce qu'on disait. Il va vous dire là j'arrive dans l'entête de la page, ensuite vous pouvez cliquer sur le lien tel et en fait il va lire le site et en fait la navigation elle se fait avec tabs, c'est ce que je vous disais. Vous appuyez sur tab et en fait il va aller d'un élément à l'autre et en fait quand votre élément est focus, et il va le lire et c'est pour ça qu'en fait faut bien expliciter à chaque fois chaque élément pour qu'après la liseuse soit capable d'expliquer à la personne qui a ce handicap. Et après, dans la même gamme, il y a Nvidia et Chromevox, donc qui sont aussi des liseuses que nous, on utilise moins parce qu'on est sur Mac, donc on va plus être sur VoiceOver vu que c'est natif, mais qui compenseront parfaitement. Si vous n'êtes pas sur Mac, ça marchera aussi parfaitement. Et c'est dans la même gamme, ça va vous lire votre écran. Merci Andrew. Et donc, on va passer à la dernière partie qui est du coup la partie contenu, donc qui va plutôt concerner l'équipe marketing, en tout cas dans notre cas. Donc, ça va être quelques exemples. C'est pareil, hein, c'est pas exhaustif encore une fois, mais quelques exemples, ça va être utiliser un langage clair et compréhensible. Un truc auquel on ne pense pas forcément, mais par exemple, utiliser trop d'emojis dans une phrase, en fait, le lecteur, donc VoiceOver, va lire l'emoji. Donc, si en plein milieu d'une phrase, on a un emoji renard et un emoji fusée, ça va couper la lecture de la phrase et ça va rendre plus difficile la compréhension de la phrase.
Voilà, donc évitez de mettre trop d'émojis, vous pouvez en mettre un à la fin, mais évitez surtout d'en mettre en plein milieu d'une phrase ou d'en mettre à la place d'un mot. Ça, c'est pas accessible. On a aussi, du coup, on en parlait un petit peu avant, mais les descriptions, donc les alt textes pour les images. Alors, c'est connu qu'il faut renseigner les alt textes pour les images, pour les icônes. Par contre, ce qui est moins connu, c'est qu'en général, il ne faut pas l'indiquer pour les éléments qui sont décoratifs. En fait, il faut les indiquer pour les éléments qui sont informatifs. Bon, là, il y a un petit débat avec le SEO, mais en tout cas, on vous donne la règle d'accessibilité. L'idée, c'est du coup d'indiquer quand c'est décoratif, donc quand ça ne porte pas d'informations, et du coup de remplir le alt texte quand c'est informatif. Je vais vous donner un exemple, une personne qui sourit, une photo d'une personne qui sourit à droite d'un texte image. Là, pour le coup, c'est décoratif. Si on a une pop-up qui s'ouvre et qu'il y a une croix en haut de la pop-up pour fermer la pop-up, là, c'est du coup informatif. Donc là, il va falloir renseigner et va falloir le renseigner de manière claire. Donc ça veut dire qu'on ne va pas écrire croix ou icône croix. Ça ne va pas aider. En fait, il va falloir donner qu'est-ce qu'indique cette croix en fait. Et donc, ça va être fermer la pop-up. Voilà pour ça. Donc, c'est important aussi de comprendre. Il faut se mettre en fait à la place de la personne qui a juste le texte. Et ça va vous aider aussi à remplir votre alt texte. Voilà pour ça. Utiliser des liens explicites en renseignant les attributs liens. Bon, ça, du coup, on en a un peu parlé. Ensuite, il y avait structurer les textes avec des titres, des sous-titres logiques. Donc là, c'est pareil, hein, c'est pas uniquement de l'accessibilité. Ça marche pour les SEO, ça marche pour toute l'ergonomie du site, mais effectivement, bien renseigner les balises H1 à H6 de manière logique. Voilà, donc en fait, vous le voyez, hein, on a des critères qui sont aussi du bon sens et qu'on applique déjà, en fait, que ce soit pour le SEO, que ce soit pour l'ergonomie ou juste pour avoir un site performant avec une structure de site carré. Voilà. Et enfin, on avait noté fournir des sous-titres et transcriptions pour des vidéos. Donc oui, les vidéos, ça c'est un sujet aussi. Mais donc il faut avoir les titres synchronisés, une transcription textuelle des vidéos. Et là, vous le voyez sur l'exemple à droite, pour les schémas qui sont un peu complexes, où vous n'allez pas pouvoir renseigner avec un alt texte de 4 mots ce que ça représente, et ben mettre un texte en dessous qui est en fait la transcription textuelle du graphique pour expliquer ce que vous voulez montrer. Voilà pour ces quelques exemples sur la partie contenu. On va pouvoir passer sur la partie plan d'action. On l'a dit, il y a 106 critères respectés. Ça fait beaucoup. Ça paraît être quand même une tâche assez conséquente, même pour nous. Donc, ce qui est bien, en fait, c'est aussi de s'organiser là-dedans pour qu'en 2030, vous soyez prêts. Ce qu'on conseille, c'est du coup de le faire en 4 étapes. D'abord, de réaliser une audit. Vous allez voir, du coup, il y a des tests d'audit d'accessibilité. Donc, nous, on vous sensibilise via la ressource qu'on va vous donner. Mais il y a surtout le site du gouvernement que vous allez avoir aussi à la fin du webinaire et qui permet de faire l'audit assez simplement. Surtout qu'ils ont séparé en 3 audits. Il y a une audit avec 25 critères, 50, puis les 106. Donc, vous pouvez commencer déjà par les essentiels qui sont dans les 25 et les 50 et ensuite passer aux 106. Ça permet d'identifier les principaux obstacles à l'accessibilité, que ce soit en design, en développement, en contenu. Et puis, ça va permettre surtout d'établir un plan d'action détaillé avec des actions à prioriser. Donc, en général, les actions qui vont être priorisées, ça va être ceux qui vont être dans les critères des 25 et 50 critères que l'État a priorisés, en fait. Et voilà. Donc, une fois que vous avez priorisé vos tâches, l'idée, c'est un petit peu de faire un planning à court, moyen, long terme pour qu'il y ait une mise en conformité qui soit progressive. Vous n'allez pas pouvoir d'un seul coup être conforme dans 3 mois. Ça va être ça va forcément être progressif. Ça va être des modifications au fur et à mesure. Donc, une fois que tout ça est fait,
vous allez pouvoir passer à la mise en place des améliorations au fur et à mesure. Donc, ça va forcément impliquer, comme on vous l'a dit, les designers, les développeurs et la partie intégration de contenu. Donc, vous allez devoir tous travailler ensemble pour ça. Et voilà. Enfin, conseil aussi de notre côté, c'est de régulièrement faire les tests et vérifier que vous êtes à jour et que toutes les modifications que vous faites au fur et à mesure sur votre site, parce qu'un site, ça vit, ça reste conforme. Voilà. Donc forcément, il y a toute une partie aussi sensibilisation et formation de vos équipes et surtout toutes les personnes qui travaillent sur votre site web. Chez Make the Grade, on est capable de vous accompagner sur toutes les étapes. Donc, on peut réaliser une audit. On peut aussi vous prioriser les actions, de voir qui va faire quoi aussi et dans quel timing. Participer forcément à la mise en place. On a des designers, on a des développeurs, on a notre équipe marketing et la formation forcément des équipes parce que ce soit Andrew ou moi, on s'est formé sur l'accessibilité. Enfin là, Andrew vous en a un tout petit peu parlé avant, mais il va falloir sur votre site afficher vos engagements sur l'accessibilité. Vous n'allez pas l'être directement, mais ce que vous pouvez déjà faire, une fois que vous avez fait l'audit, c'est de faire une déclaration d'accessibilité. Du coup, ça se met en général à côté des mentions légales, de la politique de cookies dans le footer. Du coup, ça va être une page où vous allez mettre cette déclaration et vous allez en général lister les critères où vous n'êtes pas conforme. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre un plan des mesures que vous allez essayer de mettre en place au fur et à mesure pour montrer votre bonne foi. Donc ça, vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas conforme, en mettant que vous êtes partiellement conforme. Il y a même des pourcentages qui sont possibles une fois que vous avez fait l'audit. Et enfin, on vous conseille forcément de mettre à jour parce que vous allez vous améliorer au fur et à mesure. Donc forcément, n'hésitez pas à communiquer dessus sur cette page. Ok. Et puis pour finir, on vous a fait une petite page pour rassembler un petit peu des outils pratiques et des ressources qui pourront vous aider. Marie et moi, on a travaillé aussi sur une checklist. Donc cette checklist, elle va regrouper un peu tout ce dont on a parlé tout à l'heure, avec les différentes étapes, que ce soit durant la conception du site, mais même après, même durant le recettage. Donc ça, vous allez pouvoir y avoir accès. Et ça va vous donner un petit peu plein de bonnes pratiques à effectuer aussi durant le montage de votre site ou même après, même si là votre site est déjà en ligne, voir ce qui est possible d'être fait. Donc là, voilà, il y a plein de petites normes à pouvoir être réutilisées. Et ensuite, on vous a remis 2 ressources officielles. Donc, c'est des ressources du gouvernement avec le référentiel qui va regrouper les 106 critères, je crois, oui, c'est ça. 106 critères d'accessibilité. Donc là, vous allez pouvoir voir noir sur blanc à quoi ça correspond. Et aussi un outil d'audit. Donc ça, c'est pareil, c'est le gouvernement qui le propose avec ARA. Donc là, il y a juste c'est voilà, un petit formulaire multi-step et vous rentrez vos infos, les infos de votre site web. Et après, il vous propose un audit. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, 2 outils pratiques. Donc, on a repris un outil qui est en ligne. Là, c'est plus côté design. Donc, c'est pour tester les contrastes de couleurs. Donc là, en fait, c'est un petit outil où vous mettez vos couleurs en hexadécimal. Et il vous dit directement si, là, attention, les contrastes sont pas assez importants. Ça peut poser problème pour l'accessibilité. Vaut mieux changer de couleur. Enfin, voilà, c'est assez pratique. Et du coup, Wave, l'extension dont je vous parlais tout à l'heure, donc là, c'est un lien direct où vous pouvez installer directement l'extension sur votre navigateur. Et après, sur les slides précédentes, vous pouvez retrouver aussi tout ce qu'on a dit, VoiceOver, etc. Vous pourrez vous renseigner sur ça. Et voilà. Donc enfin, petit slide pour conclure avant de passer aux questions-réponses. Donc l'accessibilité, on vous l'a dit, c'est maintenant qu'il faut commencer. La loi sur l'accessibilité 2025 approche. Même si vous avez un site qui est déjà existant,
Vous avez 5 ans quand même et ça met du temps, donc on vous conseille de vous y mettre assez rapidement. Un site, ça c'est vraiment ce qu'on voulait faire passer aussi comme message, c'est qu'un site accessible, c'est pas incompatible avec un site qui est orienté conversion, parce que c'est nous ce qu'on fait. Au contraire, il y a de nombreux critères, comme on vous l'a montré ici, qui en fait, qui favorisent aussi la conversion, que ce soit en termes de référencement ou que ce soit en termes d'ergonomie. Et contrairement aux idées reçues aussi, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais l'accessibilité et l'esthétisme, ça ne s'oppose pas. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais on va toujours réussir à créer un univers graphique qui soit cohérent avec le vôtre et qui soit quand même accessible, et que votre site soit quand même accessible. Donc, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Vous n'aurez pas que du noir et blanc, et on va pouvoir quand même toujours vous proposer des solutions pour que votre univers graphique soit homogène, que ce soit sur les supports digitaux ou le print, et reste accessible. Dernier petit conseil, effectivement, pour réussir cette transition, c'est important de vous entourer, c'est important de former vos équipes, parce que tout simplement, ça va être un effort à faire quand même au quotidien, mais comme juste maintenir un site web. Donc voilà. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, Marie, je pense que ça a un peu le même virage que ce qu'on disait au début, que la RGPD. Je pense que pour beaucoup, quand la RGPD a été mise en place, ça faisait peur à tout le monde. Et puis au final, en creusant un peu plus, c'est pas si compliqué de mettre ça en place. Et l'accessibilité, c'est pareil. Il faut juste s'y mettre. On sait que maintenant, c'est à partir de juin. Donc voilà, faut juste s'y mettre. Voilà, on a terminé. Je pense qu'on peut passer peut-être aux questions-réponses. Bonjour, merci pour ce webinaire, c'était super intéressant. On a des petites questions du coup de Anna. Quelles sont les principales barrières d'accessibilité que nous pouvons rencontrer sur un site web, et donc la première chose à adapter? D'un point de vue technique, d'un point de vue développement, je pense que le principal, ça va être vraiment ce que je disais, la tabulation. Le fait de ne pas pouvoir naviguer simplement sur son site pour une personne qui est par exemple déficient visuel. Donc là, pour le coup, ça va être un des, moi je dirais, le premier gros critère, parce que mine de rien, nous, on n'a pas d'handicap. C'est très simple de naviguer sur un site, mais il faut se mettre à la place de quelqu'un qui a un handicap physique ou visuel. S'il arrive sur votre site et qu'il ne peut rien faire dessus, pour lui, c'est décevant, et il va vite quitter, et au final, l'expérience utilisateur, elle est ratée, quoi. Donc, je dirais pour moi, la principale chose déjà à faire, c'est que votre site, on puisse y naviguer simplement. Et voilà. Et après, je dirais tout ce qui est message d'erreur pour les formulaires. Si on devait mettre un deuxième critère important, ça serait ça. Que ça soit quand il utilise une liseuse, que ça soit fluide et qu'ils comprennent exactement où ils se situent dans la navigation du site, quoi. Oui, je pense que, et pour côté design, forcément, on parle beaucoup de couleurs, donc hyper important. Et effectivement, les formulaires, c'est un gros sujet. Donc, important aussi de respecter cette partie. Voilà, je pense que pour les principaux. Après, bien sûr, tous les critères sont importants. Oui, c'est ça, c'est qu'au final, on ne peut pas en mettre sous le tapis. Oui. Il faut prendre en compte tous les critères. C'est juste là, on va dire, ceux qui nous paraissent primordiaux, quoi. Ok, donc merci. De Benoît, du coup, l'accessibilité est souvent perçue comme une contrainte technique. Comment convaincre une direction que c'est aussi une opportunité business? Il faut lui donner le replay du webinaire. Non, je pense qu'il y a... En fait, déjà, il y a la loi. Les entreprises risquent quand même une amende à terme. Il y a l'image de l'entreprise aussi. Décider de ne pas avoir un site accessible, alors que pour le coup, c'est la loi. C'est pas non plus très bon pour l'image de marque d'une entreprise. Donc, il y a toute cette partie obligation. Et en dehors de ça, il y a sûrement la sensibilisation à la nécessité de rendre accessible son site internet pour tous, il me semble. Oui, c'est ça. Pour rebondir sur ce que dit Marie, aujourd'hui, ça représente 10 à 15% de la population française. Donc, il y a aussi cet effet-là, c'est-à-dire qu'on se met à la marge 10 à 15% de la population française sur son site. Donc, c'est pas négligeable. Donc
Donc, il y a ça aussi, de prendre aussi en compte les personnes qui ont une déficience. C'est ça. En fait, là, on vous a parlé effectivement de la navigation à la table, mais il y a beaucoup d'handicaps qui sont pas... en fait, les contrastes couleurs, par exemple, c'est pas pour les personnes qui naviguent à la tabulation. Donc, en fait, on prend en compte beaucoup d'handicaps. Donc, c'est 15%, c'est beaucoup d'handicaps. Et des fois, il y a aussi des handicaps qui sont pas définitifs, mais qui sont sur un certain laps de temps, après une opération, après plein de choses. Et il y a aussi ces personnes-là qui ont quand même besoin encore d'avoir accès à tous ces services. Ok, merci beaucoup. Du coup, de Guillaume, existe-t-il des aides financières ou subventions pour mettre un site en conformité avec les normes d'accessibilité? Alors ça, j'ai pas forcément je suis pas certain, j'ai pas forcément l'info, mais je suis pas certain aujourd'hui qu'il y ait des aides de l'État. Non, pour moi, il y en a pas. Il faudrait qu'on recherche, mais pour moi, non. C'est à l'entreprise de le faire. Ok. Et dernière question du coup de Amandine, est-ce que la mise en conformité peut être plus difficile d'un CMS à un autre? Bah, ça c'est peut-être plus moi. Ouais. Pour le coup, alors ça va dépendre des CMS que vous utilisez. Nous, par exemple, si je prends le cas, nous chez Make the Grade, on va travailler sur le CMS HubSpot et sur WordPress. Et en fait, on est propriétaire de notre thème, c'est-à-dire que c'est nous qui avons développé notre thème. Donc en fait, on en est maître au final. Donc on peut faire tout ce qu'on veut finalement sur le thème. Donc en fait, il n'y a aucune limite sur le thème vu que c'est nous qui l'avons créé. En revanche, je prends le cas que ce soit sur HubSpot ou WordPress, on peut acheter des thèmes et parfois ces thèmes-là sont bridés, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, ou après il faut faire des thèmes enfants. Des fois, c'est un peu plus compliqué en fait pour après rendre le site full accessible comme on le souhaite, quoi. Donc nous, pour le coup, ça va vraiment dépendre du prestataire avec qui vous partez. Il va peut-être vous dire, non, nous, on est coincé par exemple sur les formulaires, on ne peut pas faire ce qu'on veut parce qu'on prend un plugin pour faire des formulaires, etc. Ça va vraiment dépendre, ça va être un peu du cas par cas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que oui, chez Make the Grade, on n'a pas du tout de problème par rapport à ça parce qu'on crée nous-mêmes les champs, enfin, on fait vraiment le site de A à Z, on fait le thème de A à Z, donc il n'y a pas de problème avec ça. Nous, c'est pas du tout un frein pour nous. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. C'était tout au niveau des questions. Ok, parfait. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire jusqu'au bout. Ça nous a fait très plaisir de partager toutes ces informations qui sont, selon nous, essentielles en 2025. Et puis, sûrement à bientôt pour un nouveau webinaire. C'est ça, exactement. Merci à tous d'avoir participé. C'était très sympa. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.